Et tout d'abord, très bonne année, tous mes voeux pour 2021. Urte berri on eta feliz año nuevo a todos. Avant de démarrer ce webinaire, rentrer dans la présentation, je voulais vous dire que nous sommes sur la plateforme Zoom et donc vous avez sur la barre inférieure de votre écran le mot interprétation avec un globe terrestre. Pour que vous puissiez suivre tout le webinaire en français, vous devez choisir la langue française. D'accord ? Par défaut, vous suivez la plateforme puisque chacun va intervenir dans sa langue maternelle. Donc, si vous voulez la suivre en français, vous devez choisir français. Maintenant, je vais le faire en espagnol juste pour cette fois-ci. Buenos días a todos. Entonces, urte berri on. Bonjour à vous tous, bonne année. Alors, je souhaite vous dire que pour la logistique de cette réunion, ce webinaire donc aura de la traduction. Donc, dans la partie inférieure de votre écran, de cette plateforme, vous avez donc une représentation de la Terre. Et pour pouvoir suivre toute cette réunion en espagnol, il faut que vous cliquez sur espagnol. Chaque personne va intervenir dans sa propre langue maternelle. Donc, si vous souhaitez donc suivre toute la réunion en espagnol, il faut que vous cochiez sur espagnol. Si vous ne le faites pas, vous allez suivre dans la langue d'origine. Donc, il faut choisir, pour votre cas, il faut choisir l'espagnol pour suivre en espagnol. Et informations techniques étant précisées, de nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur ce premier webinaire du programme Compète Plus, qui est donc un projet POCTEFA transfrontalier, dont les 5 partenaires sont ici présents aujourd'hui, c'est-à-dire la CCI Bayonne Pays Basque, qui est le chef de file dans ce projet Compète Plus et qui aujourd'hui est représenté par Beñat Joregui, la Chambre de commerce de Guipúzcoa, avec la Chambre de commerce transfrontalière Biartean que je représente en tant que Olga Irastorza. Nous avons également comme partenaire l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi Navarre, qui est représentée aujourd'hui par Leire Azcona. Nous avons l'Institut de compétitivité d'Euskadi Orchestra, qui lui est représenté aujourd'hui par Ushue Lorenz. Et enfin, last but not least, comment j'allais dire, la représentante de Sodena, l'agence de développement économique de Navarre, qui est donc aujourd'hui représentée par Béatrice Blasco. Donc, ce webinaire comptera avec les interventions des uns et des autres. Le sommaire de ce webinaire est le suivant. Nous allons dans un premier temps vous proposer de présenter en quelques mots ce programme Compète Plus qui réunit donc Nouvelle-Aquitaine et Euskadi Navarre. La thématique du jour, c'est, comme vous l'avez vu, la mobilité, l'électromobilité et la mobilité hydrogène. Donc, nous vous présenterons également la thématique du jour et également les autres webinaires prévus pendant le mois de janvier et février. Nous donnerons ensuite la parole à un expert parce qu'il nous a paru important d'avoir une vision globale de notamment ce qu'est le stockage en matière de mobilité électrique et hydrogène. Et cet expert, ce sera Sidetech qui interviendra depuis Euskadi. Après l'expert, vous aurez un moment pour poser des questions au travers du chat. Nous passerons ensuite à des témoignages. Nous avons tenu à avoir des témoignages de chacun des 3 territoires représentés ici. Nouvelle-Aquitaine, ce sera Pragma Industrie. Euskadi, ce sera Irizar E-Mobility. Et depuis la Navarre, ce sera la mairie de Pamplune qui, avec Sener, mène un projet de Smart Cities. Et enfin, nous conclurons. Après ces 3 témoignages, vous aurez également la parole pour pouvoir poser des questions au travers du chat. Et nous conclurons donc ce premier webinaire de l'année qui prendra fin à 11 h
part quelques informations sur les prochaines étapes que nous comptons faire dans ce programme Compét Plus. Sans plus tarder, je vais passer donc la parole à Beñat Jorégui, à la CCI Bayonne Pays Basque. CCI Bayonne Pays Basque qui est le chef de file donc, de ce programme, comme je vous le disais. Et Beñat Jorégui est chef de projet. Donc, Beñat, la question est simple. Qu'est-ce que c'est Compét Plus? Quel type de programme, quel type de contenu, quel type d'objectif, s'il te plaît? Oui, bonjour, Egunon, buenos días. Donc, Compét Plus, c'est un programme qui recherche la complémentarité et la synergie économique entre Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. On s'intéresse ici à créer des pôles transfrontaliers d'entreprises, de centres technologiques, de clusters qui travaillent sur une même thématique et pour, du coup, en se regroupant, gagner en visibilité. L'utilité, c'est de pouvoir s'adresser à des clients potentiels, à des donneurs d'ordre qui vont ici trouver l'ensemble d'une chaîne de valeur et l'ensemble des produits et services liés à une thématique et qui vont lui permettre de répondre à ses besoins, à ses différents besoins. Il y avait eu précédemment un projet qui s'appelait Competitive Eco, dans lequel un certain nombre de thématiques avaient déjà été travaillées et 3 pôles transfrontaliers ont été créés sur le domaine de la fabrication additive, du big data et des dispositifs médicaux. Ici, avec Compét Plus, nous allons nous intéresser à 4 nouvelles thématiques que sont l'énergie, la mobilité, l'agroalimentaire et les industries créatives. Et là, je vais passer la parole justement à Béatrice Blasco de Sodena pour qu'elle nous développe ces différentes thématiques que nous allons aborder le long de ce programme Compét Plus. Bonjour. Alors, tel que Beñat nous a présenté, nous avons choisi 4 sujets qui convergent, en fait, 4 sujets que nous partageons à nous 3 et 4 thématiques qui vont nous amener donc à créer ces pôles transfrontaliers. Chaque thématique, nous allons l'aborder, donc nous allons le revoir au sein de ces webinaires que l'on va organiser tout au long de ce mois de janvier. Tout d'abord, c'est la mobilité, telle que nous venons de le dire. Alors, la mobilité, on souhaite donc un consortium d'entreprises avec des services sur le monde de l'électromobilité, aussi bien basé sur l'électricité ou sur l'hydrogène, pour le tourisme, pour le voyage, pour les transports de marchandises, etc. Pour le mardi prochain, on va travailler l'énergie et on va approfondir, on va aller un peu plus le monde de l'énergie. On va regarder un peu les stockages, on va regarder les différentes sources. Ensuite, on va travailler l'agroalimentaire et au sein de cette thématique, on a choisi quelques thèmes et donc, on va travailler tous les produits bons pour la santé. On va travailler donc de produits qui s'adressent donc à la silver economy, les full silver sea, c'est-à-dire le catering, donc des chefs à domicile et le kilomètre zéro. Donc, au sein des industries créatives, on va regarder toutes ces technologies, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la planification. En fait, tout ce que l'on va pouvoir appliquer à des secteurs qui sont déjà des secteurs traditionnels. Alors, chaque sujet, nous allons l'aborder donc tout autour de ce mois de janvier. Vous voyez là les dates. Donc, en fait, aujourd'hui, mardi et tous les autres mardis de ce mois-ci. On va avoir donc, on va suivre la même structure. On va donner la parole tout d'abord donc à un expert pour qu'il plante le décor, pour qu'il nous parle des opportunités, des tendances et à partir de là, on va avoir des expériences, une expérience par région, c'est-à-dire qu'on va voir des témoignages, des cas pratiques, on va voir un peu ce qui est en train déjà de se faire. On a essayé donc de bien mélanger les différentes sociétés pour avoir une vision beaucoup plus claire, donc beaucoup plus large. Donc en fait, on vous encourage donc à en parler tout autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être intéressé pour par la suite créer des groupes de travail. Je pense que je peux m'arrêter là. Donc, je donne la parole à Olga qui va dynamiser, qui Béatrice, va animer. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est la mobilité électrique et hydrogène. C'est la thématique du jour.
Il faut savoir que les thématiques qui ont été décrites par Béatrice et auxquelles a fait mention Beñat, j'aurais dit, sont le résultat d'une analyse des convergences et des complémentarités économiques qu'il y a entre les trois territoires, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre. Cette analyse de convergence et de complémentarité a été réalisée par Orchestra, l'Institut de compétitivité d'Euskadi, en analysant les RIS3, c'est-à-dire les stratégies de spécialisation de ces trois territoires. Et il nous a semblé qu'effectivement, en mobilité, il y avait une réelle complémentarité possible entre les entreprises, les centres technologiques, les donneurs d'ordre, etc., des trois territoires. L'électromobilité, enfin l'électrique, on dit, sera peut-être plus présent, on va dire, au sud des Pyrénées, hein, en Euskadi et Navarre. Et l'hydrogène, c'est une énergie sur laquelle a beaucoup misé la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a un certain nombre aujourd'hui de produits et de services qui sont reliés et sont en relation avec l'hydrogène au nord des Pyrénées. Mais enfin, il y a des deux côtés, évidemment, à la fois de la mobilité électrique et de l'hydrogène, mais il y a là une véritable complémentarité entre les deux territoires. Para abrir esta sesión y este webinar, Alors donc, pour lancer cette séance, je vais passer la parole. Je vais donc à ce que nous avons considéré comme étant un expert dans le stockage, donc batterie, et donc et qui est une institution qui est présente dans cet espace transfrontalier et surtout dans la partie sud. Et je parle de Sidetech, le représentant de Sidetech est Oscar Miguel, qui est donc le directeur de cette institution. Il faut savoir que Sidetech est une référence à échelle internationale, donc sur la recherche donc et donc, Sidetech est très relié avec différentes sociétés à échelle, donc aussi bien européenne, nationale qu'au niveau du Pays Basque. Et il travaille aussi au sein d'un programme qui se développe à Euskadi, qui s'appelle Moulou. Donc, alors, je vais... Pardon, il faut que vous coupiez le micro. Et il faut que vous coupiez vos micros, s'il vous plaît. Oscar, excuse-moi. Alors, je te passe la parole pour que tu puisses partager ta présentation et pour que tu puisses donc nous faire une présentation en tant qu'expert. Alors, je te rappelle que donc tu as que 15 minutes. Alors, tu peux donc commencer à partager ton écran avec nous tous. Tu as 15 minutes. Donc, au bout de 14 minutes, je vais te rappeler pour te dire que tu n'as qu'une seule minute. Et ensuite, à la suite de ton intervention, on donnera donc la parole à quelques questions. On donnera la parole à la salle pour voir s'il y a des questions. C'est ton tour, Oscar. Merci énormément, Olga. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors, je crois que vous m'entendez bien, vous voyez bien mon écran, vous me confirmez? D'accord, oui, c'est très bien. Alors, je me lance. Merci Olga. Merci Olga. Merci au chef des files de Compete Plus. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est à moi non seulement d'ouvrir la première réunion, d'ouvrir cette réunion et la première réunion dans le cadre de ce Complete Plus. En fait, je suis le directeur de Sidedec. Nous travaillons surtout sur ce qui a trait à le stockage et nous sommes au Pays Basque. La présentation en fait que j'ai préparée pour cette réunion s'intitule donc la mobilité électrique et stockage d'énergie. Donc les défis et donc les propositions que nous pouvons faire. Donc sans plus, je vais lancer
ma présentation. Donc, à guise d'introduction et pour aller de ce qui est le plus général, donc en particulier, donc ce sont des données que nous connaissons tous, c'est-à-dire nous sommes devant donc un nouveau paradigme qui est lié donc à l'électrification. Et c'est quelque part en fait tout ce qui est trait à l'énergie en fait va vers ou doit respecter donc des critères de durabilité, réduction des émissions et tout cela est quelque part un peu relié aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables créent de l'énergie, parfois sur la forme de la chaleur, mais parfois, en fait, nous créent de l'énergie sous la forme de l'électricité. Mais bien évidemment, cette électricité va nous imposer quelque part une certaine gestion qui passe par le stockage. Donc, électrification, énergie renouvelable, donc, stockage, en fait, ce sont des mots et des réalités qui sont trop reliés entre elles. Moi j'aime beaucoup cette phrase que vous voyez ici. Tout ce que nous pouvons électrifier va être électrifié. C'est une phrase que j'adore parce que je pense que cette phrase résume bien la réalité actuelle, ce que nous souhaitons donc faire, non seulement dans le domaine du transport, mais pour tous les autres. Et Olga, tu le disais, tu nous le rappelais que quelque part, en fait, on a besoin de ce stockage et cette... Donc, pour vous donner donc un exemple, vous avez là des données, en fait, la contribution de batteries à la réduction donc des gaz à effet de serre, en fait. Donc, cela représente donc, le transport représente le 16%. Donc, il ne s'agit pas uniquement de changer les moyens ou les formes, mais en plus, ces énergies, il faut les utiliser bien. Donc, en fait, et pour pouvoir bien les gérer, pour pouvoir bien les utiliser, il va falloir que l'on passe par le stockage. Et nous ne le faisons pas juste pour plaisir non, il y a, ou par souhait. Il y a tout un cadre politique actuel, il y a un cadre qui va nous obliger donc à aller dans ce sens. Alors, on va vers une Europe beaucoup plus neutre d'un point de vue climatique à l'horizon de 2050. Il nous reste que 30 ans, ça va aller très très vite et donc il faut que l'on travaille donc quelques éléments clés, par exemple de la décarbonisation du transport, de l'industrie, mais aussi du secteur énergétique, ainsi que d'autres choses qui tournent en fait, comme c'est la question de la numérisation. Eh bien, évidemment, on a besoin pour ce faire de la participation du consommateur et de la société. C'est-à-dire que les solutions que nous allons proposer doivent être fiables, doivent pouvoir, pour que le consommateur choisisse et on puisse avoir donc cette valeur ajoutée que nous souhaitons tous pour la société. Alors, l'implication est un facteur fondamental et l'électrification aussi. Alors, alors cette électrification et ce besoin de utilizar elementos de almacenamiento. donc que je vous présente, d'utiliser donc des éléments de stockage. Alors, il y a des scénarios qui sont évidents de la mobilité, le transport. Quand on pense à transport et à mobilité, on voit aussitôt, on voit un peu ce que vous voyez là, c'est-à-dire un véhicule électrique, une batterie donc installée dans ce véhicule. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a toute une chaîne de valeur, des produits, de services autour de cela, qui est le plus simple ou le plus évident. Donc, quand on pense à l'électrification, il y a une chaîne, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on obtient cette électricité, à partir donc de la source la plus renouvelable possible et avec donc déjà un rôle de la part donc le stockage, en fait, il faut que l'on puisse donc le stocker pour quelque part éviter pics et autres, donc à introduire ce stockage pour pouvoir utiliser au maximum cette énergie. Cette énergie doit quelque part la transporter, on peut la cheminer, donc il faut la cheminer vers des points de recharge. Alors comment, où est-ce qu'il faut que l'on place ces points de recharge? Mais encore un autre élément sur lequel je voulais insister est qu'il y a un concept clé. Il faut relier les systèmes de stockage
reliés au point de recharge pour pouvoir faciliter la gestion, pour pouvoir avoir donc une réserve de manière à que le point de recharge ne provoque pas de pic à ce réseau. Donc, il faut améliorer l'efficacité et nous pouvons le faire si nous passons par un système de batterie de stockage. Donc, je reviens à l'autre côté, donc de batteries que l'on puisse réutiliser, que l'on puisse recycler. Alors, une des tendances que l'on constate à jour d'aujourd'hui est qu'un des possibles usages de ce batterie, donc pour pouvoir les réutiliser avant d'être recyclés, ce sont des applications comme celle-ci, c'est-à-dire des points de recharge ou des systèmes donc placés quelque part qui vont nécessiter ces batteries et qui peut-être n'ont pas tellement besoin de prestations trop exigeantes. Non. Ce sont des systèmes qui permettent donc l'utilisation de systèmes de batteries, pour ainsi dire, de baterías pues, con mejores prestaciones, mejor densidad de energía, mejor entrega de potencia, mejor durabilidad, menor coste. Bueno, la lista de requisitos liste donc est très très longue et je crois que cette liste cette liste-là ne va pas nous occuper aujourd'hui, on pourra la creuser à un autre moment. Donc ce scénario que je suis en train de vous décrire veut dire qu'en combinant l'électrification avec la technologie, on va voir apparaître de nouvelles opportunités tout au long de ces cycles qui est le plus évident, donc le véhicule, la batterie, l'énergie primaire, qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie utile de toutes ces batteries ou de ces éléments du processus. Donc, même si vous ne les avez pas, les services de disponibilité de véhicules ou de points de recharge ou de l'énergie première. C'est-à-dire, ce sont des besoins pour que tout ce cycle fonctionne d'une manière efficace. Et cela veut dire qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont surgir pour les sociétés qui sont sur ce périmètre, sur ce territoire. Alors, après avoir planté quelque part un peu le décor, je souhaite faire une présentation de nos activités, Citedec Energy Star. Donc, non seulement donc, pour profiter un peu de l'opportunité que vous me donnez, donc, mais je souhaite aussi vous présenter notre centre parce qu'il s'agit d'un centre technologique fondé et qui travaille sur le stockage de l'énergie dans des batteries. Le fait de vous montrer nos capacités, et bien évidemment, c'est que vous compreniez qu'on est là à votre service et quelque part nous permet aussi de revoir un peu toutes les opportunités et les défis techniques qui sont là, qui sont à nos portes. Donc, on travaille les batteries. Alors, on travaille sur des technologies avancées, c'est-à-dire sur le lithium avancé et à très très long terme des technologies Violici, c'est-à-dire qui parfois, ce qui veut dire que nous ne travaillons pas avec des technologies conventionnelles. C'est juste pour que vous compreniez un peu. euh, alors, partant de là, nous travaillons toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire nous partons des matériaux jusqu'à jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où on renvoie cette batterie ou que l'on renvoie, et cela va nécessiter des éléments de charge de valeur, partant donc des matériaux. Donc, on travaille de nouvelles technologies de batteries, le lithium, on travaille avec les nouvelles générations, avec du lithium, azufre. Et tout cela, nous le faisons en pensant donc développement technologique. Il y a des voix tout à fait au fond. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? On entend des gens. Leire, por favor, ¿puedes cerrar tu micro? Gracias. A ti te toca, Oscar. C'est à toi, Oscar. Oui, oui, moi aussi. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez, Olga? Oui, oui, on vous entend. On vous entend, il n'y a aucun problème. Alors, je reviens sur mes moutons. En fait, tout ce que nous faisons, donc, même quand on travaille avec les matières premières, nous le faisons toujours en pensant donc à l'industrie, aux besoins de l'industrie, et on réfléchit à comment apporter de la valeur. Donc, tous ces développements, nous allons les tester sur on peut les évaluer en termes de cellules, et donc dans un système semblable au système sur le marché.
on crée donc des batteries, on crée des solutions de stockage. Et d'ailleurs, dans la photo, vous voyez un point de recharge avec un système de stockage d'énergie. Et on travaille aussi la numérisation. On le teste, on fait la caractérisation. Alors, je vais aller un peu, je vais laisser de côté, partant donc de cette base. Alors, je voulais insister des images donc de cette chaîne de valeur, le type de cellule, le type de batterie. Je vous le raconte non seulement pour que vous voyez, mais pour que vous sachiez que tout ce service-là, nous le l'avons sur Saint-Sébastien et qu'on est à votre service. Alors encore, et on travaille aussi l'hydrogène, les piles. À jour d'aujourd'hui, on travaille les batteries. Mais il faut savoir que dans le passé, on a développé aussi des piles jusqu'à 6 kilowatts. Et c'est une technologie qui revient. C'est vrai que à un moment donné, on aurait eu le sentiment que l'hydrogène avait été un peu laissé de côté, mais actuellement, on voit que l'hydrogène est un peu à la mode, revient, et on sait pertinemment que dans l'avenir, on va utiliser donc une combinaison. On va utiliser les technologies de l'hydrogène et les batteries. Donc, l'hydrogène peut nous permettre donc de créer des combustibles synthétique liquide, encore une autre voie de plus pour réduire les émissions. Je tenais à insister. Et donc, au sein de ce développement d'applications, de batteries, de nouveaux services, en fait, on ne peut pas oublier donc le test et la caractérisation de la batterie. Non une caractérisation donc courante, mais une batterie un peu différente qui, quelque part, viennent donner réponse à certaines caractéristiques ou à certains besoins. Donc, pour savoir si c'est la bonne batterie ou si, par contre, ces applications électrifiées, en fait, peuvent satisfaire le même besoin. Dans ce sens, je tenais à insister que si de tech à jour d'aujourd'hui, nous avons des capacités de test de capacités assez importantes, mais avec l'ouverture de nos nouvelles installations qui vont se situer, nos nouvelles installations qui seront donc à Tolosa, va augmenter énormément le travail que l'on va pouvoir faire autour donc des cellules, des modules et des systèmes de stockage. Et c'est à ces petites parties de la chaîne que je voulais consacrer la fin de mon intervention. Au mois de janvier-février, nous allons ouvrir le pôle de l'électromobilité du Kipusqua Mobile. Alors, dans une installation donc à Tolosa, tout près donc de la nationale, de la route qui relie Irun et Madrid. Et là, on a installé notre laboratoire. On aura 2000 mètres carrés consacrés donc à l'équipement avancé de tests de batterie. Nous allons avoir une puissance d'1,25 MW. Et donc, 2000 mètres carrés, 1,25 1000 watts. Donc, on est en train donc de finir et on va la mettre en fonctionnement à la fin de ce mois-ci ou au début de février. On ne sait pas. Alors, cette installation va nous permettre donc de tester, de faire une caractérisation donc de la faisabilité des tests techniques. On va pouvoir même faire des tests mécaniques, vibrations en fait. Il va y avoir un powertrain pour pouvoir tester des batteries donc et les comparer à un moteur électrique et on va pouvoir faire même une analyse donc à la fin de la vie utile donc de ces batteries. Donc tout ceci pour le monde des batteries. Et bien évidemment, tout ceci découle d'une stratégie qui vise l'électromobilité, mais il faut savoir que tout ce que l'on peut faire dans le monde donc pour ces batteries, on va pouvoir aussi le faire pour les stockages donc esthétiques. Alors, il y a une priorisation donc, ou un intérêt pour l'électromobilité, mais il ne faut pas oublier que tout ce que l'on va pouvoir faire pour l'électromobilité, on va pouvoir le faire aussi pour le stockage statique, c'est-à-dire des piles statiques pour la recharge. Donc là, vous voyez notre équipement pour que vous sachiez ce qu'on met à votre disposition.
On a énormément de canaux. C'est combiné entre ce que nous avons donc à Miramont, à Saint-Sébastien, avec la nouvelle installation que nous allons donc lancer à la fin de ce mois-ci à Tolosa. On a plus de 500 chaînes pour la charge-décharge des cellules. On a 5 canaux pour des batteries jusqu'à 250 kilowatts, en fait, pour que vous voyez un peu la taille de batteries qu'on va pouvoir tester. On a 25 chambres climatiques avec 2 walk-ins, c'est-à-dire que nous pouvons introduire de grandes batteries, même de petits véhicules pour faire des analyses à différentes températures. Je vais pas, vous avez la liste sur l'écran, donc je vais m'arrêter un peu là. Donc, une fois qu'on pourra l'ouvrir ou lancer le travail, j'espère qu'on va on va pouvoir affiner un peu plus le travail le travail à réaliser. Donc, je crois que c'est un peu tout. C'est un peu tout ce que j'avais à vous raconter. C'est vrai que 15 minutes, c'est peu, mais j'espère avoir fait une bonne présentation de nos possibilités. Merci, Oscar. Tu as bien respecté le temps, 15 minutes, 2 secondes. Donc, ça va être un peu difficile vraiment de faire mieux que toi. Donc, tel que tu le disais, donc, c'est toi qui viens d'ouvrir Compet Plus, c'est toi qui lance ces réunions techniques, mais c'est vrai que 15 minutes, c'est peu, mais quelque part, tu nous as tellement bien présenté ton institution que pour nous, il est évident que vous êtes une locomotive dans ce sens, vous êtes dans notre périmètre, vous avez et une capacité ou la capacité à échelle internationale, à échelle nationale, à échelle de notre territoire pour quelque part faire de la recherche, de, euh, euh, continuer dans le monde de l'innovation, de la recherche. Il y a quelques questions au niveau du chat. Alors, une question qui nous a été posée par M. Randonegui qui pose les applications de l'hydrogène en relation avec les batteries de lithium. Alors, quelle, les complémentarités, en fait, je crois que tous ceux qui travaillent dans ce domaine et en fait, nous tous, alors, pour nous, il est évident qu'il n'y a pas une technologie qui va primer ou qui va déplacer les autres. Pour moi, il y a des technologies qui vont cohabiter en fonction des besoins. Aujourd'hui, on parle de mobilité, on parle de batterie et on parle d'hydrogène. Alors, je crois qu'il est évident qu'il y a des domaines où il y a une technologie qui prime sur les autres. Les véhicules électriques à batterie, sûrement, donc, ont une niche de marché dans les villes, donc dans des distances assez réduites. Mais par contre, les piles à combustion à hydrogène, ce sont des piles qui vont nous permettre de faire plus de kilomètres, donc on change d'échelle. Et quelque part, avec ces systèmes, alors, ces batteries hydrogène ne seront pas utilisées à échelle urbaine. Donc, en fonction des inconvénients, des avantages, il y a certaines niches pour chaque produit. Alors, je crois qu'il va y avoir une cohabitation et une compatibilité. Il y a deux fois où une technologie va nous résoudre nos besoins. Dans ce cas-là, on va se lancer là-dessus et sûrement qu'on va obtenir donc une réduction des prix, on sera plus compétitif, etc. Mais cette cohabitation n'est pas perçue comme une menace, mais plutôt comme une complémentarité. Alors, une autre question qui est posée par Isabelle est de savoir si vous travaillez sur des projets H2. Oui. J'ai essayé de lancer, mais j'avais peu de temps. Mais c'est vrai que c'est un domaine qu'on a déjà travaillé. On voit que l'hydrogène est en train d'être de plus en plus présent. Il y a de plus en plus d'intérêt, mais il y a une différence vue un peu avec ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on parle de l'hydrogène pour des usages très différents, non seulement pour des piles combustion. Non, on parle de l'hydrogène, mais il faut le créer.
Et une des technologies, ce sont les électrolysateurs, en fait, qui ont beaucoup d'applications avec des piles. Les piles de combustion, en fait, sont toujours là comme étant une option pour utiliser l'hydrogène d'une manière efficace. Et tout au long de cette année, on est en train de repenser, on est en train de revoir quelle pourrait être notre apportation dans le domaine donc, de l'hydrogène des piles. Mais c'est bien évidemment une question qu'on compte creuser cette année. Donc, on serait ravis de voir des besoins, on sera ravis de voir un peu qu'est-ce que vous en pensez sur cette réalité. Merci, Oscar. Alors, je crois qu'on aura l'opportunité et tout au long de ce projet de revoir ou de parler de Cidetech, de parler avec Cidetech et de créer un groupe de travail. De toute manière, merci énormément. Merci de nous avoir donné ta vision, d'avoir partagé avec nous tous ce qui se passe, ce qui est la réalité actuelle dans le domaine de le stockage électrique et les possibilités donc avec l'hydrogène. Alors, tu m'as donné l'opportunité de faire la transition. Merci. Alors, Oscar Miguel de Cidetech a répondu à une question sur l'hydrogène et sur le fait que Cidetech veut reprendre cette thématique et veut réexaminer, on va dire, les potentialités, les possibilités de l'hydrogène, tant à travers les piles que liquides, etc. Et la transition est toute trouvée pour donner la parole, Benyat, à Guillaume Lebert de Pragma Mobility, je crois. Oui, nous accueillons la société Pragma Mobility, qui est représentée aujourd'hui par son directeur, Guillaume Lebert. Cette société a développé des solutions basées sur le vecteur énergétique, justement hydrogène, que nous venons d'évoquer, et notamment des solutions de mobilité douce, basées sur des vélos à hydrogène. Et je vais laisser donc, je vous donne la parole, Monsieur Lebert, pour développer l'ensemble aussi des produits et services que votre société a développés. À vous. Merci, bonjour à tous. Alors, je souhaiterais partager mon écran, mais je ne peux pas le faire pendant qu'un autre participant. Je vous rappelle simplement, Monsieur Lebert, que vous avez 15 minutes d'intervention et que je me permettrai de vous rappeler 1 minute avant la fin. Oui. Il ne vous reste que 60 secondes. À vous. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc, je vais mettre à profit les 15 minutes qui me sont consacrées pour vous présenter rapidement Pragma Mobility et ce que nous avons fait jusqu'à présent dans le domaine de la mobilité électrique. Donc, initialement, Pragma a été créé il y a une quinzaine d'années pour promouvoir l'hydrogène et participer à la transition bas carbone. Et je rejoins complètement Oscar Miguel qui était intervenu précédemment pour dire que heureusement qu'il n'y a pas que l'hydrogène parce que sinon on sera à la peine pour répondre à la demande et par contre ça peut être un bon complément de la batterie pour un certain nombre d'applications. Donc la société a été fondée par 2 ingénieurs, compte aujourd'hui plus de 15 ans d'expérience et 11 employés. Nous sommes basés à Biarritz. Nous avons plus d'une dizaine de projets développés et historiquement, nous avions une ligne de produits qui concerne l'hydrogène pédagogique, puisque c'est la mission première, donc avec des kits pédagogiques pour les collèges, les lycées. Une deuxième ligne de produits qui concerne l'électricité portable. Et donc là, nous venons de signer, d'annoncer un contrat avec le Japon pour des groupes électrogènes de petite puissance. Donc on parle de 60 à 100 watts. Ce sont des produits qui sont également utilisés en situation d'urgence humanitaire ou d'opération militaire. Et enfin, la mobilité électrique à hydrogène. Donc rapidement, depuis 2004, ces différents produits, vous les voyez ici sur la timeline. Je vais faire un petit peu le focus sur la partie mobilité, puisque, alors pardon, j'ai les brevets d'abord. Vous les retrouverez, je ne vais pas forcément les détailler, mais vous les retrouverez dans la présentation qui sera mise à disposition sur le site. Donc aujourd'hui, voilà, on a des piles bobinées, on a des nouveaux brevets
en ce qui concerne les membranes également. Enfin, là, c'est des domaines très techniques sur lesquels je ne vais pas trop m'appesantir. Par contre, me consacrer un petit peu plus au vélo. Donc, le premier prototype est sorti en 2015. Il a été suivi d'une pré-série qui a été déployée chez VDCom à Versailles, qui ont permis de débugger un certain nombre de soulever un certain nombre de problèmes, lesquels ont été éliminés lors d'une première série, qui a été la première série de vélos industriels à hydrogène au monde. Ces vélos ont aujourd'hui 3 ans d'expérience. Nous venons de clore un des sujets, par exemple, avec Chambéry, mais il y a eu également des sujets dans la Manche. Il y en a également sur le Pays basque français, près de Toulouse ou encore dans l'Indre, avec différents usages sur lesquels je reviendrai plus tard. Et puis, fort de cette expérience, nous avons pu produire 200 vélos pour le G7 en 2019. Donc, ces vélos étaient à disposition des journalistes sur un mode de vélo en libre service sur des stations éphémères humanisées. Et aujourd'hui, ces vélos sont en cours de commercialisation ou déjà en exploitation. Nous avons créé une filiale dédiée en 2019 pour la mobilité, puisque nous nous sommes rendus compte qu'au-delà du vélo, il fallait l'environnement pour proposer un écosystème complet. Donc, les équipements que nous proposons aujourd'hui sont bien sûr le vélo. Donc, ses principales caractéristiques sont un temps de charge inégalé avec 1 minute pour avoir 120 à 150 km d'autonomie. Nous sommes en train de rajouter des couches de service et par exemple, nous venons aujourd'hui nous avons lancé au mois de décembre nos premiers diagnostics à distance. Donc, nous pouvons regarder depuis Biarritz comment se comportent les différentes composantes du vélo et la façon dont elles réagissent. Les écosystèmes hydrogène que nous déployons sont ceux-ci. Donc, à partir d'énergie verte, nous produisons de l'hydrogène vert que nous distribuons ensuite dans des stations de proximité à disposition des vélos aujourd'hui, mais nous travaillons également sur scooters et triporteurs, qui sont d'autres applications sur lesquelles l'hydrogène a beaucoup de pertinence. Alors, je tiens quand même à préciser que les vélos que nous avons actuellement contiennent des batteries au lithium, puisque le schéma, c'est hydrogène, passage dans une pile à combustible, alimentation d'une batterie qui elle-même alimente le moteur. Et les prochains vélos sur lesquels nous travaillons ne contiendront plus de lithium donc on va encore réduire le bilan carbone de tous ces véhicules. Voilà, ce qui est particulièrement important pour, par exemple, les triporteurs qui font la livraison du dernier kilomètre, puisque ce sont des véhicules qui parcourent 12 à 15 000 km par an et qui, eux, sont très consommateurs de batteries au lithium, sur lesquelles des solutions de recyclage restent encore à trouver pour certaines. Donc, ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui en termes d'écosystème, c'est la possibilité d'avoir, vous le voyez ici en bas, la production, la distribution, les véhicules de l'autre côté, et puis surtout les interfaces. Donc, sur la gauche, c'est l'interface qui sert aux donneurs d'ordre dans la mobilité, à savoir où allons-nous installer nos stations, qui va être utilisateur des solutions de mobilité, comment est-ce qu'on va y avoir accès. On va avoir les comptes utilisateurs qui vont permettre à la fois d'avoir l'information sur le véhicule, mais également sur toute la partie avitaillement du véhicule en hydrogène. Et puis à droite, vous voyez l'ensemble des services que nous sommes en train petit à petit de mettre en place, qui concernent la satisfaction du client et la maintenance de l'ensemble de l'écosystème au niveau hardware. Donc tout ça, ça passe par une brique numérique que nous avons commencé à développer avec des partenaires sur l'Estia. Mais donc l'Estia, c'est l'école d'ingénieurs de Biarritz.
Mais voilà, nous sommes ouverts à toute coopération pour développer, enrichir cet écosystème. Notre positionnement, il est assez simple en fait, puisque nous discutons principalement avec des autorités de transport qui sont à la fois des collectivités territoriales, mais également des entreprises. Nous nous positionnons en tant que fournisseurs de la solution technique, mais également, et c'est le rôle de Pragma Mobilité, opérateur de flotte. Donc, moi, je viens du monde du vélo en libre service. Mon plus proche collaborateur a été loueur de vélo et vendeur de vélos également. Donc, et on est en train de constituer notre équipe au fur et à mesure des projets qui se présentent. Et en fait, nous avons choisi ce positionnement d'une part, bon, un petit peu par défaut, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur l'exploitation de flottes de vélos à hydrogène, mais surtout parce que je m'étais rendu compte dans mon job précédent que être capable d'assurer le risque matériel et le risque d'exploitation rassure et permet de soulever du financement, puisqu'aujourd'hui, les autorités de transport n'ont plus forcément la vocation ou la capacité de financer les flottes. Or, il faut bien qu'elles fassent quelque chose. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cas des entreprises qui souhaitent louer et non plus investir dans du matériel pour leurs collaborateurs. Donc voilà, ça c'est sur notre positionnement stratégique. Et puis, ben voilà, pour résumer, je vais vous présenter rapidement quelques projets que nous avons réalisés. Donc, nous sommes alors majoritairement français, mais on commence également à avoir quelques vélos qui se promènent en Allemagne, en Corée du Sud, qui sont des pays qui ont pris beaucoup d'avance sur l'hydrogène et sur lesquels on a de bonnes coopérations. Donc, la vallée de l'Indre, c'est un usage uniquement touristique. Donc, c'est une flotte de 2 fois 10 vélos qui sont sur 2 châteaux le long de l'Indre. Et donc, les touristes viennent se promener là. Saint-Lô et Cherbourg sont alors des usages mixtes. Saint-Lô, en bas, c'est plutôt également une approche touristique. Par contre, Cherbourg a utilisé nos vélos pour des programmes d'insertion sociale et donc de retour à l'emploi pour des gens qui n'avaient pas forcément de véhicule. Il leur fallait un véhicule sur lequel ils n'avaient pas beaucoup qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter. Et donc, c'était mis à disposition. Chambéry, c'est un mixte entre des utilisations ponctuelles, des vélos qui sont à la disposition des entreprises et également un petit peu de location touristique au sein de Écomobilité, qui est l'agence de mobilité du Grand Chambéry. Et puis le G7 dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc là, c'était 4400 km parcourus en 3 jours par les journalistes qui pouvaient utiliser les vélos. Donc vous avez ici la vue d'une des 2 stations que nous avions installé pour le G7. Voilà, eh bien, écoutez, je ne sais pas si je suis dans les temps, le gars, mais j'ai essayé de faire en 15 minutes et d'être le plus exhaustif possible. Je répondrai aux questions avec plaisir tout à l'heure. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup de votre intervention et vous êtes totalement dans les clous. Nous reviendrons vers vous pour effectivement des questions à la fin des 3 témoignages. Donc, je vais passer la parole à Béatrice Blasco de Sodena, l'agence de développement économique, car nous allons maintenant donner la parole aux responsables de projet Starduts. À toi, Béatrice. Si, Guillaume, je ne sais pas si peut-être qu'il va y avoir une coopération avec la mairie de Pamplune qui va nous présenter son projet et qui vise donc à promouvoir ce type de solution au sein d'une ville. Le projet Starbucks nous a surpris, donc on a considéré que c'était un bon projet pour la journée d'aujourd'hui. C'est un projet vraiment d'une très grande importance géré par le CNR. Donc, il travaille pour la mairie de Pamplune qui souhaite donc mettre en place de nouvelles solutions au sein des 3 villes.
Alors, ils travaillent aussi bien à Pamplune qu'à Cantere et qu'à Trento. En fait, le projet vraiment est de très grande envergure avec des solutions intelligentes, une mobilité, d'électrification et dans d'autres domaines. Et je crois que je vais passer la parole à Lady Riarte qui travaille donc au bureau technique de la mairie de Pamplune. Elle va nous donner donc une vision générale du projet. Nous avons aussi avec nous Maribel Gomez qui est la responsable de mobilité et qui, quelque part, étant donné qu'on va travailler la mobilité, elle va se consacrer sur la partie mobilité sans vous présenter le projet dans sa totalité parce qu'il est vraiment très, très important. Donc, sans plus, on va commencer. Je vais partager la présentation car nous avons eu quelques problèmes. Alors, j'espère pouvoir partager cette présentation. Merci à Leïdé et à Maribel d'avoir tenu à nous accompagner. C'est à vous de me dire quand est-ce que vous souhaitez que je passe les diapos. Alors, bonjour. Bonjour à vous tous. En tout premier lieu, je tiens donc à remercier à Sodena et donc qui a pensé à nous, qui a tenu à nous inviter à cette réunion. Alors, je tenais aussi à faire une demande aux organisateurs. Maribel, ma collègue, pour une question personnelle, doit donc nous quitter après la présentation. Donc, s'il y a des questions pour Maribel, je vous demanderai donc de pouvoir les poser juste après notre intervention au lieu de les laisser pour plus tard. Alors, vous dire qu'après avoir vu les présentations de Nouvelle-Aquitaine et de Guipuscoa, je peux vous dire que notre présentation n'est pas aussi technique que ce que l'on vient de voir. Alors, on va quelque part revoir un peu les différentes actions qu'on a pu mettre en place à Pamplune, donc dans le domaine de la mobilité électrique dans le contexte donc du projet européen Stardust. Donc, on a donc, la présentation, en fait, a trois parties. Tout d'abord, donc, on va planter le décor. Je vais vous présenter les données, la réalité générale et les objectifs du projet. Et ensuite, je vais vous présenter le projet pilote, qui se développe à Pamplune. Ensuite, je vais passer la parole à Maribel Gomez, qui est la responsable de mobilité au sein de la mairie de Pamplune et qui va vous décrire donc les actions de mobilité développées à Pamplune au sein de ce projet. Alors, la réalité du projet Stardust, c'est un projet européen qui a été présenté donc à l'appel à projet Smart Cities, donc du projet H2020 donc de la communauté européenne. Donc, de la Commission européenne, se reprend, madame. Donc, le chef de file est le CNR et on a un budget de plus de 20 millions d'euros et un cofinancement européen de presque 18 millions. Alors, c'est vrai que la durée était de 5 ans, mais on est en train de demander un élargissement d'un an jusqu'au mois de septembre de l'année 2023, lié quelque part au retard provoqué par la COVID. Alors, le partenariat est composé par 30 organismes européens. Donc, il y a 7 villes, 5 centres de recherche, 12 partenaires industriels et 6 petites et moyennes entreprises. Alors, le projet s'articule en 10 grands blocs d'action. Alors, où l'on retrouve l'analyse des modèles intégrés pour des Smart Cities. Il y a 3 projets pilotes à Pamplune, à Tampere et à Trento. Ensuite, le transfert de connaissances, sur le transfert de connaissances à 4 villes, et ensuite, donc, l'évaluation d'impact et l'accompagnement donc, des actions. Il y a encore un autre bloc, ce sont des écosystèmes d'innovation des Smart Cities et modèles de négoce. Il y a toute une partie de communication, coordination et toute la partie éthique, étant donné que nous gérons énormément de données au sein de ce type de projet.
tel que je viens de vous dire, l'appel à projet donc, a choisi de villes leaders en matière de Smart City, des villes référentes pour les autres villes du projet. Et ce sont donc des villes phares et donc les autres sont des villes qui suivent ou des villes qui complètent. Ce sont des manières d'appeler ces villes. Parmi les objectifs de cet appel à projet, tout d'abord, il s'agit donc d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors, et c'est donc un objectif que nous ne pouvons pas perdre de vue. Il ne s'agit pas non seulement d'utiliser des données, mais d'améliorer la réalité par le biais de ces données. Ensuite, identifier et mettre en place des solutions que l'on puisse transférer donc à d'autres institutions en passant par l'éthique et qui permettent donc d'augmenter la qualité de vie la qualité de vie de ces villes. Ensuite, accélérer le développement et l'acceptation, donc acceptation de la part du marché. Alors, les objectifs pour les villes phares, les villes témoins, alors les objectifs s'organisent sur 3 domaines d'intervention. Tout d'abord, il s'agit donc de développer des quartiers à consommation d'énergie presque zéro par le biais de l'intégration et par le biais de la gestion de nouvelles constructions ou par le biais des interventions énergétiques sur des logements déjà existants pour aller vers une consommation le plus faible possible. Ensuite, utiliser des sources d'énergie renouvelables ou des ressources locales et des systèmes de gestion et d'optimisation de la demande énergétique de la part des voisins ou des citoyens en passant par l'éthique. Encore un autre groupe d'action, c'est l'intégration d'infrastructures et pouvoir utiliser des synergies au sein des infrastructures pour la gestion du chaud et froid, pour les télécommunications, le réseau électrique et les infrastructures des villes. Et en dernier lieu, et ce que je vais vous présenter actuellement, c'est tout ce qui a trait à la mobilité électrique qui va se faire par le biais de l'intégration d'actions pour optimiser l'utilisation des véhicules électriques, aussi bien pour le transport en commun ou pour le transport privé, des particuliers, pardon. Alors, on va revoir maintenant le projet pilote, le projet de Pamplune. Alors, le partenariat est composé par 9 organismes où l'on retrouve aussi bien des organismes publics, des autorités et des entreprises publiques et aussi des partenaires privés. Et le budget pour Pamplune est de à peu près 5 millions d'euros. Les actions au sein de ce projet pilote, pardon, il y a quelqu'un qui parle. Donc, si l'on regarde les actions au sein de projets pilotes, ce sont des actions liées à l'intégration d'infrastructures d'énergie et de bâtiments. On a le système de gestion d'énergie dans des bâtiments au sein des logements et dans des quartiers, donc non seulement des logements de manière individuelle, mais de quartiers, donc à intégrer la mobilité et des énergies renouvelables à échelle locale. Et ensuite, on a d'autres actions complémentaires liées à l'éclairage intelligent de rue. On a le développement d'une plateforme de ville, de Smart City, qui vise à intégrer toutes les actions pilotes. Et on souhaite voir un peu qu'est-ce que l'on va avoir des modèles de négoce, etc. Et sans plus, je vais passer la parole à Maribel Gomez qui va se consacrer sur des actions liées à la mobilité électrique
à Pamplune. Bonjour, bonjour à vous tous. Merci à Sodena d'avoir pensé à nous, de nous avoir invités à participer. Alors, moi, j'ai un problème et que depuis que les parle, je n'ai pas pu voir donc la présentation. Je n'ai rien vu, je n'ai pas vu les présentations, donc je ne sais pas dans quel écran nous sommes. Donc, je ne sais pas trop bien ce que je peux faire. Si j'essaye de partager, peut-être que je vais pouvoir gérer ça et nous sommes sur la diapo de batterie. Donc, et le bâtiment de la police municipale, oui, mais moi, j'ai toujours donc la page, la première page. Moi, je ne vois pas que on teste. Alors, si je te dis, tu as besoin de voir de voir cet écran? Alors, on peut faire une chose. Moi, j'ouvre ma présentation et je vous parle, je vous raconte. On va faire comme ça. Oui, on est sur l'écran où on voit ville municipale. Vous avez 5 minutes. Merci. D'accord, j'arrive. Bon, ça y est, je suis arrivée. D'accord. Alors, en tant que stratégie générale, on est en train, à partir de la mairie de Pamplune, on a en coopération avec donc l'agence énergétique, on essaye quelque part de faire la gestion intelligente de l'énergie dans le bâtiment et de le relier avec la mobilité, de manière à que cet exemple, c'est-à-dire ce bâtiment de la police municipale, je pense que c'est un exemple, un bon exemple. On est en train d'installer des plaques photovoltaïques, on est en train qui nous permet cette couverture photovoltaïque nous permet quelque part d'alimenter donc de recharger nos véhicules. Alors, cette expérience, nous l'avons donc transférée donc, à la gare routière de Pamplune. On est en train d'installer toute une couverture de plaques photovoltaïques sur le toit. Et nous espérons que ces plaques photovoltaïques vont nous permettre donc d'éclairer le bâtiment et va nous permettre aussi d'alimenter donc un poste de recharge rapide. Et donc, qu'on a ce poste, ce pieu, cet espace, cet élément que l'on va installer à côté de l'arrêt taxi. Il y a plusieurs taxis qui fonctionnent avec ce type de batterie. Donc, on va installer cette station de recharge juste à côté et donc avec de l'énergie récupérée du toit. On a aussi créé un réseau de points de recharge énergétique déployés dans la ville. C'est vrai qu'elle est partenaire. Pardon? Béatrice, on avait donc voyons donc la gare routière et je crois que tu peux passer donc à l'écran suivant. Excuse-moi, étant donné que je ne vois pas, alors on est sur l'infrastructure de recharge. Donc, il faut que tu avertisses Béatrice pour qu'elle fasse défiler. Bon, tel que, en fait, on a publié on a publié un appel à projet pour sélectionner donc un fournisseur pour l'installation donc de cette infrastructure. Il y a 20 points, donc il y a une société qui a donc répondu et qui depuis 3-4 mois est en train de gérer ces différents points, des points de recharge sur la voie publique qui viennent rejoindre ces points que nous avions installés au préalable par le biais d'une convention avec Iberdrola et donc une convention qui fonctionne depuis assez longtemps car Pamplune a toujours promu la mobilité électrique. Alors, il y a aussi ces points de recharge sont aussi installés sur des parkings appartenant à la ville. Donc, ce qui m'amène à dire que notre ville est assez avancée. Et actuellement, on est en train d'installer 2 points de recharge avec un suivant donc le même schéma.
pour faire une gestion de la mobilité électrique à échelle au périmètre de la ville. Et on est en train de les installer sur donc une bibliothèque et un centre culturel. Nous croyons que dans un avenir assez proche, on pense à installer donc un système de voitures partagées que l'on va mettre à disposition des employés de la ville et de la citoyenneté. La promotion, pardon, je suis arrivée à l'écran suivant, oui. Donc, en ce qui concerne la promotion de véhicules électriques, nous le faisons par le biais de toute une série de mesures fiscales. Donc, il y a une subvention de jusqu'à 50% donc, pour des projets. C'est vrai que le stockage donc, pour ce véhicule est le stationnement, pardon, en fait, est gratuit pour ce véhicule. On a une petite un petit carnet donc, que l'on doit placer pour que et qui permet notamment donc de pouvoir se garer de manière gratuite. On a fait quelques actions dans la semaine de la mobilité en coopération avec une association. On a fait la promotion des véhicules existants actuellement sur Pamplona. Actuellement, nous avons donc 2 véhicules G et on vise donc à faire ces tests pour voir comment est-ce qu'on peut gérer l'énergie et donc voir gérer l'énergie. Tu as qu'une minute. Donc, on vient de publier, on vient de publier un service de vélo et de vélo électrique, donc un autoservice, et pour un contrat de 8 ans. Et d'ici peu, on va voir qui va pouvoir donc gérer cela. On a un système de parking pour un système de parking où on a installé donc, des systèmes de recharge. Il y a toute une série d'actions pour promouvoir l'achat par le biais de modifications fiscales, etc. Alors, cette idée de promouvoir la mobilité électrique, on voudrait donc la transposer à un projet pilote de transport des marchandises. Pour ce faire, on a signé une convention avec la Poste espagnole et la communauté, ainsi que la communauté de Pamplune qui est partenaire. Alors, cette communauté urbaine a mis en place un projet pilote de bus, un bus qui relie la gare routière, la gare ferroviaire et l'université publique. Ce fut la première ligne électrique en Espagne. Et actuellement, on est en train de faire le suivi. C'est vrai qu'on a des très bons résultats. Euh, des, on a des très, très bons résultats. Et au sein de ce projet, on a créé une application avec l'université publique qui permet d'intégrer les services de mobilité électrique et faire un calcul des émissions et voir un peu les besoins en énergie de la mairie. Et on est en train de travailler la création d'une plateforme ville qui nous permette de gérer la mobilité électrique et l'énergie dans le bâtiment et donner des informations à la citoyenneté. Il faut conclure. En guise de conclusion, je peux vous dire que pour nous, la transition énergétique et la mobilité électrique est au sein d'un ensemble d'actions de mobilité qui sont beaucoup plus larges et qui viennent donner réponse à une stratégie urbaine que nous avons installée, c'est-à-dire des objectifs et une stratégie de changement climatique que nous tenons donc à respecter. Mais nous savons que le transport, en fait, est un élément clé dans le respect de ces prérequis. Merci. Merci d'avoir respecté les temps. Merci d'avoir... il y a une question. Je ne sais pas si c'est Maribel ou Leire. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre à cette question. Un participant des 92 participants souhaite savoir si vous avez prévu d'introduire mobilité à hydrogène au sein de ce projet quand il n'y aura pas de possibilités électriques. Donc, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est l'idée qui doit répondre. Moi, je ne connais pas complètement le projet. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a rien lié à l'hydrogène, mais en tant que mairie, le service de mobilité, nous ne sommes pas en train de travailler. Vous l'avez, c'est un choix momentané? Oui, non, c'est un choix momentané, c'est-à-dire on n'a pas lancé, on ne s'est pas lancé dans cette voie. L'idée? La pregunta que veo de Iñaki no Moi, ce que menciona. je vois des Iñaki, il ne cite pas le projet. Au sein de ce projet-là, non, on ne l'a pas prévu. Au sein de la mairie, donc lui, il nous parle donc de bus, de transport en commun. Il faudrait poser la question, pas à la mairie, mais plutôt poser à la communauté de communes plutôt. Et ils ne font pas partie. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que la communauté de communes a deux objectifs sur le changement énergétique ou le transfert vers d'autres types d'énergie, l'abandon des énergies fossiles. Et ils sont en train de tester, j'ai oublié, excusez-moi, je cherche ma diapo. Alors, ils sont en train de travailler avec le gaz qui provient donc du traitement de déchets, donc le méthane bio. Excusez-moi. Bon, il faut que l'on passe la parole au prochain intervenant. Alors, je crois que plus tard, on pourra donc mettre en ligne vos contacts. Et je suis sûre que l'on va se retrouver d'ici peu pour voir plus en détail, non seulement la politique de mobilité de Pampelune et de la communauté, mais pour voir un peu plus en détail le projet que vous nous avez présenté. Donc, j'imagine que Béatrice ce matin va vous contacter pour avoir un peu plus de détails et voir comment est-ce qu'à partir des Compét Plus, nous pouvons introduire quelques projets, quelques thématiques pilotes. Merci Malibel, merci Leïdé en tant que représentante de la mairie de Pamplune. Tel que nous l'avions prévu, maintenant je vais passer la parole à Alberto González qui depuis Irizar Immobilité, Alberto González est le directeur commercial de Irizar Immobilité. Pour nous, il est évident au sein de ce premier webinaire destiné à la mobilité électrique et à l'hydrogène, il nous apparaît évident donc d'inviter Irizar étant donné que Irizar est un acteur fort dans le domaine de l'électromobilité, non seulement donc à échelle du Pays Basque, mais c'est un acteur transfrontalier étant donné que la ville de Bayonne a choisi donc les solutions d'Irizar et mobilité et que les solutions d'Irizar roulent actuellement sur Bayonne et sur toutes les villes des alentours. Donc, sans plus, Alberto, je te passe la parole pour que tu puisses nous partager et pour que tu puisses partager ton document et pour que tu nous présentes donc la société, votre stratégie et vos produits dans ce domaine. Merci, Alberto. Merci, Olga. Bonjour à vous tous. Je vais partager mon écran. Alors, je crois qu'il faut couper. Et maintenant, tu vas pouvoir partager ton écran et nous allons écouter le directeur commercial. Ça y est, on voit ton écran, ça y est. Donc, alors, c'est ton tour. Alors, je commence. Tu as 15 minutes. Oui. Ouais. C'est vrai que tu as 15 minutes. Ne t'en fais pas. Tu as 15 minutes comme tous les autres. T'en fais pas. Alors, je vais vous présenter de manière assez rapide notre groupe. Alors, nous sommes une société coopérative et nous nous consacrons donc au transport de passagers. On travaille le domaine de l'électromobilité. On fait des composants électroniques. On travaille aussi dans le domaine de l'énergie, étant donné que nous fabriquons nos propres batteries.
On a une autre société au sein du groupe qui va se charger des moteurs électriques et on a encore une autre société qui va travailler le domaine de système de transport et la connectivité. Alors, notre société a été fondée en 1889. À l'origine, c'était un groupe qui travaillait l'atoll et autres. Et en fait, on s'est diversifié et actuellement, nous travaillons le secteur de l'électromobilité. Nous avons aussi un centre de recherche et développement. On a un réseau de distribution et de services assez important. Notre chiffre d'affaires est de 766 millions d'euros et on a une certaine solidité financière. Nous regardons donc les sites appartenant au groupe. Tel que je vous l'ai dit, nous sommes 7 sociétés. C'est un groupe composé par 7. Donc, la maison mère est Irizar Isecop. On a Irizar Immobilité, on a Alconsa, Datic, Massat, à Barcelone, Hispacol, donc à Séville, et Créatio en tant que centre de recherche et développement, en plus de REMA, qui est la société qui se charge de toute la partie de charge, système de charge et qui construit toute la partie électronique embarquée sur nos bus. On a plus de 3300 personnes, on est plus de 3300 effectifs et on est présent dans les 5 continents. On a donc un nouveau site consacré uniquement à l'électromobilité. Nous sommes actuellement à Aduna, c'est-à-dire à 20 km de Saint-Sébastien. Alors, ce site, tel qu'Oscar nous le disait, est alimenté par l'installation la plus importante de photovoltaïque, donc crée 20 mégawatts d'électricité et nous utilisons 3 mégawatts pour pouvoir alimenter notre site d'Irizar Mobilité et d'Irizar Secop. Alors, si nous regardons un peu l'historique, on a été pour toute la partie mobilité, cette partie s'est constituée en 2011. Je vais aller vite. On a commencé à fabriquer nos premiers véhicules en 2013-2015. On a eu un nouveau véhicule Eritram un nouveau véhicule construit en 2018. En 2019, on a mis en place, on développe différents projets en France, c'est-à-dire des appels à projets que l'on a gagnés en France, que l'on a obtenus en France. Et le premier site européen complètement destiné à l'électromobilité qui a commencé à travailler en 2018 et on a un camion actuellement que l'on utilise pour faire la distribution du dernier kilomètre et pour le ramassage de déchets. Alors, notre idée est de pouvoir donner aux villes des solutions d'électromobilité clé en main. On travaille directement avec la ville, avec la commune, mais on travaille aussi avec l'opérateur chargé d'exploiter cette flotte et on va proposer la solution qui s'adapte le mieux pour la gestion de cette ligne de bus ou de cette flotte. Alors, on aura différentes sociétés qui vont nous permettre d'optimiser la gestion de flotte et avec REMA, on va travailler toute la partie des charges intelligentes et on a un service intégré après-vente pour tous nos véhicules. On propose donc un système intégral pour nos véhicules, nos systèmes de charge. La gamme, vous voyez là, c'est Irizar Bus. C'est un véhicule qui peut faire entre 12 ou 18 mètres. Ensuite, on a développé Irizar que es el que tenemos también en Tram, qui est
est donc le véhicule que vous pouvez voir à Bayonne. C'est un véhicule VRT, c'est-à-dire bus à haut niveau de service, où ce que nous faisons donc dans ce système de transport est notamment faire en sorte que le bus donc se rapproche le plus possible du système de transport du tram. C'est-à-dire le bus aura une voie consacrée, dédiée, va avoir la priorité au niveau de feu. Il va y avoir une image, une conception qui va nous permettre d'identifier le système de transport et va avoir un système de propulsion propre électrique Por supuesto, con la comme flexibilidad le tram, avec la souplesse du bus, étant donné que s'il y a un problème au niveau d'un couloir, on peut dévier et peut revenir à son couloir dédié. Et le dernier véhicule est le Elisa Track, c'est-à-dire le camion que l'on a mis sur le marché l'année dernière. C'est un camion qui a été conçu pour la distribution derniers kilomètres et le ramassage des déchets. C'est vrai que nous avons un contrat signé et un contrat de partenariat avec FCC qui nous a permis de développer les 2 premiers prototypes de camions. Là, vous voyez des photos de notre véhicule, de notre bus. Un véhicule qui est efficient, fiable et connecté. Cette nouvelle génération qui est toute une génération connectée. On a essayé de travailler le design pour que la marque puisse être identifiée par tous les usagers. Le bus, vous pouvez le revoir dans différentes villes européennes depuis l'année 2014. On verra plus tard les villes dans d'autres diapositives. Et maintenant, je vais vous présenter le e-tram, c'est-à-dire le véhicule phare, un véhicule à haute prestation. Et alors, tu as une design assez épuré. On essaie de projeter la ville par le biais de cet anneau circulaire qui est parcouru par le bus. C'est un bus avec beaucoup de surface en verre et on voit le reflet de la ville dans le tram, dans le bus. Et ce reflet est très apprécié aussi bien par les passagers que par la commune, par les élus. Quelque part, avec ce véhicule, on est en train de casser les conceptions des bus, c'est-à-dire un design très cubiste, très carré, pour ainsi dire. C'est un véhicule facile d'accès. On a beaucoup pensé donc au flux de passagers. C'est un véhicule qui est très confortable, a eu un prix, le bus de l'année, et a eu aussi un prix en tant que bus écologique de l'année. Voyons quelques photos de ce tram à Bayonne et à Biarritz. C'est une ligne des BRT où on va en avoir 2 et avec 18 véhicules. On a lancé la toute première ligne, on va en avoir 2 et vous voyez les images, l'identification du passager avec le véhicule et l'image que nous donnons, comment est-ce que l'on améliore l'image de la ville par le biais de ce moyen de transport. On voit une ville ayant un système de transport avec un système épuré et je pense que cette image va nous permettre d'attirer d'autres sociétés visant donc à développer le territoire. Un bon système de transport va nous permettre de développer le territoire. L'intérieur, on l'a conçu, on l'a construit en se mettant dans la tête d'un voyageur. Alors, une de nos phrases est notamment de se mettre dans la peau d'un voyageur. Et dans ce véhicule, on a créé une articulation donc assez
flottante, donc avec des panneaux translucides pour avoir la lumière. Et à l'arrière des véhicules, on a toujours installé à l'arrière des véhicules, on retrouve toujours les étudiants. Cela dans toutes les villes du monde. Et c'est pour cela qu'on a créé l'espace étudiant. C'est que vous voyez à la fin. Alors, les autres quatre sièges donc, se retrouveraient en face et à la fin, on a 10 sièges qui sont toujours occupés par les étudiants. Podemos también personalizar On los peut vehículos. donc adapter les véhicules, personnaliser ces véhicules. On identifie les barres, on met des lumières. On a intégré de la lumière au niveau des sièges. À Bayonne-Biarritz, on a beaucoup personnalisé. C'est vrai que on a beaucoup travaillé donc cet design d'intérieur et ce véhicule est devenu une référence aussi bien en France qu'à échelle européenne. Este camión lo hemos concebido. Maintenant, je vais vous présenter notre camion. Ce camion donc suit la même philosophie, la même que pour le bus. On a une entrée par la partie droite. Alors, on a enlevé la porte de la partie gauche. On y accède par la partie droite et en éliminant cette porte, on augmente la sécurité du véhicule car la plupart des accidents que l'on retrouve dans les villes avec les vélos, on a parlé des vélos à hydrogène, nous les avons avec des véhicules qui vont ouvrir la portière de gauche et donc très malheureusement, le cycliste voit cette ouverture ou trop tard ou ne voit pas l'ouverture. Donc, le cycliste finit par éviter la porte ou finit par cogner contre la porte. Et si à la fin, il finit par éviter la porte, il va peut-être heurter une voiture. Donc, en éliminant cette porte et en y accédant au véhicule par la partie trottoir, on améliore la sécurité du véhicule et en plus, on augmente la rapidité dans la distribution. Ce véhicule a été conçu pour le dernier kilomètre de marchandises. Donc, on donne quelque part avec cette portière donc à droite. Donc, le chauffeur accède directement au trottoir et va plus vite dans son travail. C'est un véhicule complètement électrique. On peut y installer un ranch à gaz. Alors, ce ranch standard, nous allons l'utiliser pour des applications de ramassage de déchets, d'ordures, car les centres de traitement sont toujours assez éloignés de villes, de centre-ville. On va travailler donc au centre-ville 100% électrique et une fois que l'on quitte les villes, c'est-à-dire à partir du moment où on va vers les centres des traitements, on va utiliser le ranch standard à partir de gaz naturel. Alors, étant donné qu'on est 100% électrique au centre de ville, on va éviter la contamination acoustique ou que l'on pourrait provoquer avec un autre type de combustion. Alors, au sein de la société, nous avons donc tout un éventail de véhicules hybrides, les bus. On est en train de proposer cette solution hybride car les distances que l'on a entre les villes, les distances ne nous permettent pas pour l'instant d'utiliser donc des véhicules 100% électriques. Donc, la solution hybride est la plus adaptée, tenant compte que les consommations diesel quand on est sur la route sont plus faibles. Avec l'hybridation, donc, on fait en sorte que quand on arrive dans les villes, on passe à une consommation donc 100% électrique ou hybride et donc en réduisant notre contamination, la pollution. Donc, ces deux villes, ce sont des véhicules pour de longues distances ou des véhicules qui peuvent rouler dans les villes, étant donné cette caractéristique. On travaille aussi, on fabrique les batteries
on a différentes packs pour une recharge lente, rapide et très rapide, avec différentes chimiques des cellules. On travaille avec Sidetech depuis plusieurs années dans le développement de ces cellules. Ils sont en train d'analyser nos cellules et nous, avec REMA et avec Sidetech et avec Mobilité, on est en train de construire ce pack de batteries. Alors, on a aussi parlé de l'utilisation de batteries. Actuellement, nous faisons partie d'un projet avec Gibil, Petronor, Rexol, pardon, et un projet qui nous permet de réutiliser dans l'électrolinéaire. C'est-à-dire que nous, les batteries que l'on va récupérer des bus, alors nous, on va créer notre pack, on va les modifier pour pouvoir les utiliser. Donc, en deuxième vie et en statique pour absorber les pics des demandes que l'on peut retrouver quand il y a trop de véhicules dans cette ligne de recharge. Donc, système de charge, on fait l'électrification donc des installations de bus. On peut le faire. Ça, c'est une image d'Amiens. Il y a 43 véhicules et donc qui se rechargent. Et on fait la gestion des flottes par le biais des DATIC avec le e-panel pour gérer de manière efficace et de manière efficace toute la flotte. L'axe d'innovation, on a le véhicule autonome. Un véhicule autonome, on a un projet à Malaga, un projet qui nous permet d'avoir un véhicule autonome de niveau 2 et niveau 3. Et on est toujours près de ville avec des projets clés en main, avec beaucoup, on a beaucoup des compétences au niveau de la gestion des projets et on peut faire l'étude donc dans sa totalité. On a donc un partenariat pour le suivi, pour intervenir sur la génie civile. Alors, on a quelques questions sur le chat. Donc, un participant voudrait savoir la charge de bus se fait au début et à la fin des lignes. On peut le faire dans chaque arrêt. Alors, la charge, le chargement, pour ne pas pénaliser le trajet, on a deux options. On a la charge d'opportunité, c'est-à-dire la charge rapide qui se fait au début et au terminus de la ligne. On peut faire jusqu'à 600 kW, on peut aller jusqu'à 600 kW de charge avec un type de batterie et une chimique particulière qui permet donc cette recharge ultra rapide où nous avons ce que nous appelons la charge nocturne. C'est une charge qui s'est faite uniquement donc au terminus avec des batteries d'autres types, d'autres chimies différentes. En fait, on fait une seule recharge beaucoup plus longue, une recharge qui s'est fait pendant la nuit de manière à pouvoir assurer les services pendant toute la journée. Donc, en fonction du service, les DRT sont plus orientés donc à une charge d'opportunité car on peut embarquer plus de passagers et la ligne aussi nous le permet. Et c'est un peu le cas de Vitoria, c'est un peu le cas de Bayonne, d'Amiens. Encore une autre question. Quelle est la durée de vie? Quel est le cycle de vie de batterie en fonction de la chimie, une fois de plus? Par exemple, les batteries à charge rapide d'opportunité, alors on va arriver jusqu'à 15 ans. Sidetech, qui est en train donc de travailler là-dessus, je peux vous dire qu'on a beaucoup plus de cycles. On augmente le nombre de cycles. Les cellules donc sont très optimisées, donc nous donnent une durée de vie de 5 ans. Pour les autres batteries, on arrive à 5 ans. Et avec une nouvelle technologie qu'on est en train de tester, peut-être qu'on va pouvoir arriver pour ces batteries de recharge nocturne, on pourrait
allonger un peu plus. Mais de toute manière, avec ces batteries, il faudrait changer les packs au bout de 8 ans. Mais par contre, avec les batteries à charge rapide, il ne faudrait pas les changer. Et cela a des conséquences pour le coût. Quand vous parlez des charges rapides, vous parlez de combien? Et quand vous parlez des charges lentes, vous parlez de combien de temps? On parle de 5 minutes, ce que, par exemple, à Amiens, nous sommes à moins de 5 minutes sur la charge rapide. Entre 4 et 6 minutes, c'est un peu la charge rapide, car on ne souhaite pas pénaliser le trajet ou le service. Pour la charge lente, tout dépend donc de l'état de la batterie, tout dépend du chargeur. Si on va sur des chargeurs à 100 kW, dans ce cas-là, c'est 3-4 heures. Alors, si on a des chargeurs moins puissants de 50, peut-être que ça va durer 6 heures. Mais cette recharge se fait pendant la nuit. Donc, cette recharge ne nous pose pas problème. Le IETRAM et le IETRAC, quelle est l'autonomie de 1 km? Le IEBus, alors, avec charge opportunité, on peut faire de la recharge lente ou d'opportunité. Si c'est la recharge d'opportunité. Problema de autonomía porque vamos a estar cargando siempre en los terminus y lo que hacemos es poner la energía suficiente para que pueda hacer por lo menos una ida, una vuelta y una ida para gestionar los modos degradados. Entonces ahí no tendríamos problemas de autonomía. Si tenemos carga lenta, únicamente carga en cocheras por la noche, estamos hablando de una autonomía entre 220 y 250 kilómetros. ¿Vale? Vale. Y se puede hacer en 12 metros y en 18 metros. Vale. Última pregunta. ¿Cuántas unidades de IEBus y de IETRAM y de IETRUC habéis producido o fabricado en 2020? Más o menos, ¿eh? Ahora mismo, en total, más o menos fabricadas, desde que empezamos, estamos ya a más de 200 unidades. Entonces, ¿de cada uno? No, en total. En total. De IEBus y IETRAM. Sí. Entonces, depende de las ciudades. Sí, hay ciudades que nos van a pedir. Y por ejemplo, Aix-en-Provence, Vitoria. Ahora estoy escuchando la traducción, no sé por qué. Pero... Oui, là, ahora, oui. Donc, plus ou moins 200 unités. Oui, plus de 200 unités. C'est ce que nous avons sur le marché. Et nous sommes présents sur 8 pays européens. C'est-à-dire que nous sommes présents en Allemagne, en Suisse, en France, surtout en France. La France, c'est notre premier marché. Notre deuxième marché, c'est l'Espagne. Et ensuite, on a aussi une flotte au Luxembourg. Et tel que je vous l'ai dit, on a gagné le marché allemand, qui est un marché très dur, très concurrentiel. Et là, on a soulevé, on a été choisi dans le cadre d'un appel à projet. On est passé devant Mercedes et on est passé devant beaucoup de constructeurs chinois. Alors, merci énormément pour toutes ces informations. Alors, à Pragma Industrie, parce qu'il y a eu donc quelques questions suite à votre intervention, Monsieur Lebert. Certains se demandaient quelles étaient les perspectives dans quelques années, au niveau du prix, quel est le prix du vélo Pragma et quelle est la perspective dans les années à venir? Alors, c'est assez simple. Aujourd'hui, on est sur un vélo qui coûte 7 500 € l'unité et qui, en toute logique, devrait suivre la même courbe de réduction des prix que ce qu'on a connu, par exemple, avec les téléphones. Donc là, on travaille sur le prochain modèle de vélo dont le prix sera de 4 500 €. Donc voilà, ça vous fait une baisse de 35% d'un modèle à l'autre. Et l'objectif, c'est de réduire à ce rythme-là dans les années qui viennent. D'accord. Il y avait une autre question d'un des participants qui voulait savoir si le système H2, donc, dans les vélos et dans les motos, permettait une recharge régénérative, en quelque sorte, une régénération de recharge à partir du moteur.
sûr, surtout à partir du moment où on élimine le lithium, on ne peut pas reproduire d'hydrogène à partir du moteur. Ce serait trop compliqué. Ouais, par contre, alors après, il y a tout ce qui est voilà, énergie mécanique inertielle qui peut être mise en place. Ça reste à explorer pour nous. Juste pour finir sur le prix, je voudrais juste rajouter un élément de réponse, c'est que non seulement on est en train de travailler sur la réduction du prix, mais en plus, on est en train de mettre en place ce qui est quelque chose qui est complètement déjà possible avec l'hydrogène, c'est-à-dire le recyclage complet des véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce projet de vélo à 4 500 € avec une offre de reprise qui va avoisiner 2 000 €, puisque les composants les plus chers ont une durée de vie beaucoup plus longue que la partie roulante, la partie cycle. Donc, en fait, le différentiel à financer, c'est 4 500 moins 2 000. Donc, ça sur 3 ou 4 ans de location, on est largement compétitif par rapport au vélo classique au lithium. OK. Quel est le poids d'une bicyclette Pragma? Là, on est à 32 kg aujourd'hui et on va faire une petite cure d'amaigrissement pour passer en dessous de 30 kg l'année prochaine. D'accord. Donc, vous ne le mettrez pas sur le toit de votre voiture, hein, mais comme on vise un milieu urbain en priorité, a priori, ce qu'il faut, c'est pouvoir le mettre sur des places de parking de vélo classique et ça ne pose pas de difficulté. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Lebert. Última pregunta para Irizar. Dernière question pour Irizar. Alors, on nous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans l'intégration de l'hydrogène? Est-ce que vous comptez donc travailler la question donc à court, long, moyen terme? Oui, et bien évidemment, on est en train de travailler l'hydrogène. Étant donné que notre véhicule est un véhicule qui a été conçu d'une manière très modulaire, il va être possible de pouvoir intégrer la pile à combustion en éliminant donc 1 ou 2 packs de batteries et donc en gardant donc quelques packs pour toute la partie de la régénération du système de freinage et que l'on puisse faire à partir de ces batteries. Alors, je vous confirme, nous sommes en train de travailler l'hydrogène. Mais c'est à moyen terme que l'on va pouvoir donc lancer de véhicules de ce type. C'est quoi moyen terme pour vous? 3-4 ans à peu près. Dans 3-4 ans, peut-être qu'on sera en mesure de pouvoir lancer. Alors, je vous remercie, Alberto González de Irizar, Guillaume Lebert de Pragma Industries et bien évidemment Leire Iriarte et Maribel Gomez, donc en tant que représentante de la mairie de Pamplune. Alors, il ne nous reste que 5 minutes et 5 minutes que nous allons consacrer donc à l'avenir, c'est-à-dire quelles vont être les prochaines étapes au sein de ce projet. Et pour ce faire, je vais passer la parole à Beñat Jauregui qui va nous résumer donc les étapes. Oui, donc la suite des webinaires, c'est effectivement d'organiser des ateliers thématiques qui vont nous permettre de regrouper l'ensemble des acteurs liés par exemple aujourd'hui à la mobilité et pour pouvoir justement faire en sorte que les acteurs se connaissent entre eux et du coup connaissent également quelles sont les complémentarités pour constituer l'ensemble de cette chaîne de valeur que l'on souhaite créer autour de la mobilité, de l'électromobilité. Et l'identification de ces complémentarités va permettre aussi de pouvoir, dans un futur prochain, peut-être envisager des collaborations entre membres et peut-être monter des projets collaboratifs. Ça va être l'objectif de ces ateliers thématiques. Ensuite, par la suite, nous allons également nous intéresser aux grands groupes et entreprises, ce que nous on appelle des donneurs d'ordre, des clients potentiels, qui vont pouvoir nous soumettre des problématiques et des besoins de produits et services auxquels justement les pôles transfrontaliers vont pouvoir répondre avec leurs solutions. Et ce qu'on appellera, nous, constituer des plateformes d'innovation, on va justement rapprocher la demande de l'offre que l'on aura ainsi constituée sur les 3 territoires de Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Voilà pour le
rapidement brossé. Merci Beñat. Vous dire donc qu'on compte sur vous sur les prochaines étapes, évidemment, tant du côté des entreprises et des centres technologiques pour pouvoir créer des pôles transfrontaliers que du côté des grands groupes et des entreprises leaders pour que vous puissiez nous dire et nous communiquer des lignes d'innovation pour pouvoir trouver, créer des solutions avec effectivement l'écosystème économique que nous avons sur les 3 territoires, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Pour ce qui concerne le webinaire présent, vous allez avoir l'ensemble des présentations faites et également quelques vidéos qui vont être mises sur le site web de Compète Plus, dont vous avez en primeur la page d'accueil. Ce site web va être mis en ligne dans les prochaines heures et à competplus.eu, vous pourrez avoir évidemment l'ensemble des interventions, des documents qui ont été présentés ce matin et également quelques vidéos des différents intervenants de ce matin. Et à travers cette plateforme, à travers ce web, vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter, ce qui vous permettra de suivre l'actualité dans ce programme. L'actualité, c'est notamment les prochains webinaires. Donc, on vous rappelle que 3 prochains webinaires vont avoir lieu. Un webinaire sur l'hybridation énergétique qui va avoir lieu le 19 janvier 2021, donc c'est-à-dire dans une semaine, mardi prochain. On va parler de hybridation énergétique avec le même canevas, on va dire, c'est-à-dire on va avoir un expert, on va avoir également des témoignages, un témoignage par territoire, un témoignage de Nouvelle-Aquitaine par Aldé, un témoignage d'Euskadi et un témoignage de Navarre. Vous aurez évidemment le programme également sur le site web competplus.eu. Le 26 janvier, nous parlerons agroalimentaire et très particulièrement de produits locaux et introduction de ces produits locaux dans la restauration collective, que ce soit des cantines scolaires, que ce soit de la restauration collective dans le domaine de la santé, des hôpitaux, cliniques, mais également des EHPAD, des résidences pour personnes âgées ou personnes handicapées, et également dans tout endroit où il y a de la restauration collective. Notre propos, c'est d'augmenter la présence de ces produits locaux puisque nous avons la diversité de produits locaux des 3 territoires, Navarre, Euskadi et Iparralde, Nouvelle-Aquitaine. Et nous terminerons ce cycle de webinaire le 2 février avec également un webinaire sur les industries créatives, c'est-à-dire tout ce qui est images virtuelles, 3D, réalité augmentée, appliquée aux secteurs économiques plus classiques, l'industrie, l'agroalimentaire, les services, etc., etc. Le format de ces webinaires va être le même, c'est-à-dire que nous allons essayer de tenir les temps, 1h30. Aujourd'hui, ce sera 2 heures, mais on va essayer d'avoir 1h30 de webinaire. Merci aux 93 participants qui ont été présents aujourd'hui à leurs questions et nous allons garder évidemment un contact avec l'ensemble de ces acteurs économiques des 3 territoires. Évidemment, merci aux différents intervenants de Cidetec, de Pragma Industrie, de Ilisal Immobilité et de la mairie de Pampelune. Et vous avez là, sur cette diapositive, de nouveau l'adresse du site web competplus.eu, mais également l'ensemble des contacts que vous avez pour pouvoir poser des questions, demander éventuellement des contacts qui peuvent vous intéresser, des documents, proposer des idées d'innovation, des idées de collaboration transfrontalière. En ce qui concerne la partie française, c'est plutôt Beñat Joregui qui sera votre contact. En ce qui concerne Euskadi, je serai plutôt votre contact, Olga Storza. En Navarre, c'est Sodena et Béatrice Blasco. Pour tout ce qui est communication, inscription en newsletter, réception des newsletters et des documents, c'est l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine et Euskadi Navarre qui se charge de l'aspect communication et votre contact, c'est Leide Ascona. Et si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de spécialisation des 3 territoires, c'est notre partenaire Orchestra Institut de
compétitivité qui est plus à même de pouvoir vous donner des informations sur la stratégie de chacun des territoires. Vous aurez aussi sur le site web l'analyse des convergences qui ont été faites par Orchestra et qui a donné lieu à une publication. Donc, je voulais tout simplement vous remercier de nouveau à tous. Nous restons en contact et nous allons continuer à être en contact pour les prochains webinaires et pour l'année 2021 dans Compét Plus. Je voulais également remercier Christina Maidagan qui a assuré la traduction pour ce premier webinaire. Merci encore à tous et on se donne rendez-vous mardi prochain, 9h30, 11h, même si aujourd'hui on a un petit peu dépassé et qu'il est presque 11h30. Donc 9h30, 11h, mardi prochain pour l'hybridation énergétique. Merci. Urtemerion. Merci. Merci, bonne journée. Arul, merci.